Bonjour et bienvenue sur les nouveaux formats du podcast Vers l'éclosion. Dans ces nouveaux formats, je vais échanger, discuter avec des personnes du quotidien pour qu'elles puissent témoigner, vous raconter leur histoire autour de la santé. L'idée de ces épisodes, c'est vraiment le partage, pour que chacun et chacune d'entre nous puisse s'identifier, peut-être aussi s'informer et s'inspirer surtout de ces histoires pour qu'un jour, elles se disent « Moi aussi, je vais aller mieux ». Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode que je partage avec l'une d'entre vous. Aujourd'hui, je reçois Élodie, que j'ai eu le plaisir de rencontrer autour du sujet sur lequel on va vous parler aujourd'hui. Bonjour Élodie. Bonjour Marion. Élodie, est-ce que tu voudrais bien, pour démarrer, te présenter? Oui, alors, moi je suis, je me définis d'office comme la maman, d'un petit garçon, autiste qui a 8 ans aujourd'hui. Il a été diagnostiqué à ses 5 ans et voilà, donc il s'appelle Raphaël, et il a un autisme, assez modéré et sa petite particularité, on va dire, c'est qu'il a un frère jumeau aussi qui lui n'a pas été, diagnostiqué, il a pas d'autisme. Donc voilà. D'accord, merci pour cette, présentation. Donc du coup, voilà, Élodie vous a dévoilé le sujet. Nous allons aujourd'hui parler, d'autisme et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, 2 avril, c'est la journée de sensibilisation à l'autisme. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais, échanger aujourd'hui avec Élodie qui a pu aussi, m'enregistrer à travers, un podcast aussi qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Donc je vous mettrai aussi, le lien de l'asso, dont elle fait partie. Donc Mmh. comme tu nous l'as dit, Élodie, tu as un garçon, Raphaël, qui est, atteint d'autisme. Est-ce que tu pourrais, définir, selon toi, comment tu définirais en fait, l'autisme de manière, générale? Sans forcément parler de Raphaël, l'autisme dans sa globalité? Oui, je pense que ça Ouais. peut être intéressant même pour les personnes qui ne sont pas forcément, averties et puis après on parlera bien évidemment de ton parcours, avec, Raphaël. OK. Alors l'autisme, déjà première des choses, ça n'est pas une maladie, voilà. Hem alors moi, de mon point de vue en tout cas, l'autisme, je vois ça un peu comme, certes, c'est une différence, mais c'est une différence, comme, toute autre particularité, que tous les êtres humains ont en général. Et vraiment l'autisme se manifeste de façon, complètement différente d'une personne autiste à une autre. On dit toujours qu'il y a autant de personnes autistes que d'autisme, que de types d'autisme. Et voilà, et c'est une particularité, il faut enfin, il faut qu'on arrive à voir la beauté qu'il y a quand même dans l'autisme et qu'on arrête un petit peu de se focaliser sur les difficultés. Des difficultés, c'est sûr qu'il y en a, mais il faut en tout cas que les gens, apprennent à voir, la beauté qu'il y a dans cette particularité-là. Et quoi qu'il arrive, il y a des beautés dans toutes les particularités, dans toutes les pathologies, dans toutes les, voilà. Et il faut qu'on arrive à sortir des aspects négatifs, sur les différences de chacun. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, c'est quand même, en fonction du degré d'autisme et on définira peut-être plus en détail, qu'est-ce que ça inclut, l'autisme, en fait. Mais voilà, c'est important aussi pour aller de l'avant et ne pas rester dans le négatif, de pouvoir, voir le côté positif comme tu dis. Après effectivement, en fonction du degré d'autisme, ça reste une prise en charge qui peut être plus ou moins lourde. Et Mmh. voilà, je pense que c'est important pour les personnes qui ne sont pas concernées, en tout cas, de comprendre, voilà, ce que ça implique. Est-ce Mmh. que, Tout à fait. tu pourrais nous dire, alors sans parler de degré d'autisme, mais qu'est-ce que ça implique, quand on est autiste? Quelles difficultés, peut-être, les personnes autistes peuvent ressentir, vis-à-vis de la société, normalisée, on va dire?
Ouais. Donc d'une personne à une autre, ça va être très différent, mais c'est vrai que ce qui revient souvent, ça va être, par exemple, l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité aussi. Ça va être la sensibilité, au bruit, souvent ça va être au bruit, ça va être la lumière, ça va être les odeurs. À contrario, il y a certaines personnes autistes qui vont être extrêmement attirées par la lumière, par exemple, et qui vont coller leurs yeux, à la lumière. Donc voilà, ça va être, bah, au niveau social, c'est ce qui revient, très, très, très souvent. Hem, D'ailleurs, même pour des personnes avec un «autisme léger» entre guillemets, elles ont, souvent des difficultés au niveau social. Elles ont du mal à se conformer aux codes sociaux, elles vont pas avoir de filtre, ce genre de choses. Ça revient assez souvent. Quoi d'autre? Il y a tellement de choses. Qu'est-ce que j'oublie? Hem, Je pense que tu as dit l'essentiel, voilà, déjà le fait le plus souvent, ouais. ouais, de pas avoir les codes sociaux et de rester aussi dans sa bulle, en fait, dans son Mmh, propre monde. c'est ça, tout à fait. Ah oui, mais c'est vrai qu'à contrario, il y a certaines personnes autistes, bah, pour le coup, non, moi, Raphaël, un peu les 2 en réalité. Mais, il y a certaines personnes autistes qui sont extrêmement, enfin très trop pour certaines personnes, avenantes et voilà, ils vont chercher le contact à tout prix, ils vont parler à tout le monde, donc voilà, ça fait partie aussi des particularités. Donc voilà, on entend souvent parler du côté, refermé, sur soi et cetera, pas de contact visuel, ce genre de choses, mais il y en a d'autres qui, au contraire, vont énormément vers les autres et ça fait partie justement des particularités. Ouais, ben ça rejoint ce que tu disais au début, c'est qu'il y a autant, en fait, de formes d'autisme que de Mmh, personnes atteintes d'autisme, donc c'est pour ça, je complètement. pense aussi que c'est difficile de peut-être de pouvoir le diagnostiquer, tôt. Peut-être que maintenant, il y a, des choses qui sont plus faciles et voilà, c'est pris en charge, plus tôt peut-être, mais ça a mis du temps pour, voilà, pour être, décelé à chaque fois en tout cas et voilà, mettre un mot sur, cette particularité et cette différence, de certaines personnes. Mmh, tout à fait. Est-ce que tu pourrais du coup, bah, nous expliquer, tu nous disais que ton fils a été diagnostiqué à l'âge de 5 ans. Mmh. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être, mis la puce à l'oreille ou voilà, tu t'es posé des questions et du coup ça t'a amené à aller consulter quelqu'un? Alors moi, et pourtant il a son frère jumeau justement, mais en comparant les 2, je m'étais toujours dit que les différences étaient juste liées à leur personnalité. Sur Raphaël, c'est vrai que de mon regard de maman qui n'était pas du tout sensibilisée à l'autisme, je voyais rien de particulier. Ce que j'avais remarqué, ah oui, alors c'était des ils sont nés, grands prématurés à 6 mois de grossesse, justement parce que Raphaël avait eu un souci, in utero, donc il a fallu prendre la décision de les faire naître, avant. Hem Et donc ils sont nés 3 mois avant et 3 mois de différence sur sur des bébés en tout cas, ça se voit. Un bébé qui a plus de 3 mois ou moins de 3 mois, ça se voit et du coup, bah, il était super éveillé par rapport à un bébé, du même âge que lui, en tout cas de son âge réel. Par exemple, quand il avait 6 mois, heu, on disait que son âge réel c'était 6 mois, mais son âge corrigé c'était 9 mois. Mais pour un bébé de 6 mois, du coup, il était super éveillé parce que, bah, il avait 3 mois de vécu de plus qu'un bébé qui était né vraiment, à terme. Du coup, voilà, il était très éveillé, très, très, très tonique sur ses jambes, il donnait toujours des coups de pied, mais vraiment, alors qu'il était minuscule et hem donc voilà, donc j'avais rien remarqué en tout cas, bébé. Et les premiers signes en fait, ça venait de la psychomotricienne parce qu'ils ont commencé un suivi, bah, du coup lié à leur prématurité, avec une psychomote et dans les bilans, elle faisait apparaître, voilà, suspicion de troubles autistiques. Mais, on va dire que j'avais choisi inconsciemment de ne pas voir, cette ligne et cette mention pendant un certain temps. Je crois que ça a duré 1 an avant que je me dise: «Bon, on va peut-être, faire un diagnostic». Et voilà et dans le bilan, en échangeant avec elle, c'est vrai que j'avais relevé que, elle avait remarqué du flapping,
moi, je connaissais pas le flapping, donc je pensais que bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, moi, en tout cas, Raphaël, il bat des mains, on va dire, voilà, un peu comme s'il essayait de s'envoler, voilà. Donc il faisait ça, il avait des difficultés de concentration, mais je mettais pas du tout ça forcément sur le compte de l'autisme. Ça revenait à l'école par contre. Hem, il avait besoin que les objets soient toujours enfin que chaque chose qui avait sa place devait rester à sa place. Voilà, ça j'en ai pas fait cas non plus. Je me suis dit: «Bon écoutez, il est maniaque, bon». Et voilà, il était quand même gêné par les bruits forts, heu et il était très, très, gêné par les halls d'entrée, mais vraiment tous les halls d'entrée, voilà, qui brillaient un peu, les sols qui brillent, il y a des miroirs, il y a la luminosité et cetera. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, en fait, ça le fait peur. Il se colle tout le temps à moi quand on rentre dans un hall d'entrée. C'est des années plus tard que j'ai compris que c'était sûrement lié à son hypersensibilité, sûrement visuelle. Voilà. Mais tout ça, j'ai jamais lié tout ça, en fait, à l'autisme. Et quand c'est ressorti sur les bilans, donc voilà, je me suis pas arrêtée, enfin, sur ça. Et c'est un an après où, bah, avec le papa, on a eu un petit déclic et on s'est dit, «Bah, on va quand même faire le diagnostic et quoi qu'il arrive». Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire aux parents, c'est que, que le diagnostic s'avère positif ou non, bah, le Raphaël d'avant diagnostic, ce sera exactement le même que celui d'après diagnostic. L'enfant ne changera pas du tout, les particularités resteront identiques, enfin, voilà. Donc on l'a fait, il s'est avéré, exact, donc il était bien, porteur du trouble. Et quelque part, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important de faire le diagnostic et ben, ça nous a, je vais pas dire soulagé, mais plus surtout aidé à comprendre pourquoi, parfois il avait tel ou tel comportement. Pourquoi, il était frustré et parce que voilà, quand on va voir un enfant s'énerver pour ce qui nous ne semble rien, et ben, on va s'énerver et on va se dire: «Mais voilà, on va lui demander de se calmer, que c'est rien» et cetera. Et là, du coup, on comprend mieux pourquoi, certaines choses, pouvaient, l'énerver. Donc ça nous permet en fait, le fait qu'il soit diagnostiqué, ça nous permet de l'accompagner correctement. Et ça a rien changé par rapport à la prise en charge par contre, c'est-à-dire qu'il a continué sa psychomote comme c'était, comme on avait commencé, il a continué son orthophoniste comme on avait commencé, bon voilà. Il y a rien eu de plus non plus en suivi. Hem, mais voilà, c'est surtout par rapport au quotidien où on sait comment se comporter avec lui, on sait comment l'aider surtout et l'aider à faire face à ses difficultés. Donc c'est pour ça que le diagnostic pour moi est hyper important pour le bien-être de l'enfant, pour pas le culpabiliser et puis même pour les parents aussi, parce que voilà, un enfant qui s'énerve pour rien, ça va nous générer du stress que si on sait pourquoi, voilà, qu'est-ce qui a généré ça, bah, nous-mêmes, je trouve qu'on adapte notre comportement donc c'est je trouve que c'est moins stressant au final au quotidien. Donc voilà. Ouais, je rebondis sur l'histoire du diagnostic. Je sais que ça peut, pour certaines personnes, être, un frein parce qu'on se dit: «Bon, on va se faire diagnostiquer et voilà, si ça s'avère positif, ça veut dire qu'on va nous mettre une étiquette». Et ce que j'essaie effectivement de dire à chaque fois, c'est que peut-être que ça met une étiquette, mais en fait, ce que ça va t'aider à faire, c'est ce que tu l'expliques très bien, c'est que ça va te donner des clés de compréhension et c'est ça en fait qu'il faut retirer, je pense, du diagnostic sans avoir le côté étiquette qu'effectivement, étiquette pour étiquette, ça ne sert pas à grand chose. Mais, C'est ça. mais ce côté, clé de compréhension, c'est ça qu'il faut retenir. Et du Mmh. coup, Tout à par fait. rapport à ce diagnostic-là, alors tu as effectivement un côté, très positif de dire que, bah, ton enfant en fait, il ne va pas changer et en tout cas, comme tu le racontes, ça avait l'air d'être, accepté tout de suite qu'il y ait un diagnostic positif ou négatif. Est-ce que du coup ça a été, le cas ou est-ce que tu as eu besoin avec ton mari aussi d'avoir, un moment pour encaisser la chose et aussi, passer finalement à
une autre étape avec des clés de compréhension qui vont être différentes et finalement, changer, un petit peu ton quotidien? Hem, alors moi, pour moi, je l'ai assez vite, accepté. Après je pense que je suis de base de nature très optimiste, je suis toujours madame c'est pas grave. D'ailleurs mon mari me dit toujours: «Non mais pour toi c'est jamais grave», donc du coup, ben, oui, le diagnostic est arrivé donc on avance en fait. Donc pour moi ça allait. Pour lui, enfin lui, il a eu besoin d'un peu plus de temps pour le coup et du coup, moi par exemple, voilà, j'en ai tout de suite, parlé à mon entourage, mes parents, ma sœur, voilà, je leur ai expliqué bah, justement que c'était pas grave, qu'on allait avancer, puis voilà quoi. Alors oui, ça m'a chamboulée, hein, je vais pas faire croire à tout le monde que ça ne m'a rien fait, mais une fois que le chamboulement, est passé, ça y est, on avance et on fait ce qu'il faut. Donc non, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. La seule petite chose, c'est qu'aujourd'hui, donc il a 8 ans et c'est vrai qu'on lui a toujours, il sait ce que c'est l'autisme, je lui en ai parlé. Du coup, comme je suis dans l'association et on sensibilise à l'autisme, je lui ai parlé de cette association. Il y a un enfant autiste dans son école, donc je lui ai expliqué, un peu ses particularités. Mais du coup, on l'a pas verbalisé que lui, il a été diagnostiqué et qu'il est autiste. Parce que, Heu et justement, je me pose toujours la question de savoir si on fait bien ou pas bien, mais je pense qu'il y a pas de bonne réponse, je pense. Mais c'est vrai que j'ai pas envie en fait pas forcément qu'il se dise qu'il est différent, qu'il réalise qu'il est différent, mais enfin oui, en fait j'ai peur qu'il se dise qu'il est différent, mais qu'il le voit d'un aspect négatif et que de lui-même en fait il se dise: «Mais mince, je suis pas comme les autres, voilà, c'est pas bien de ne pas être comme les autres» et cetera. Donc voilà, j'ai ce truc-là, mais je pense que petit à petit, on arrive à enfin, je pense que bientôt là, en fait, on va lui dire. Je sens que, là, par exemple, il est dans des groupes, d'habileté sociale et donc il y a que des enfants autistes dans ce groupe-là et il s'entend très bien avec eux et je leur ai dit que c'était que des enfants autistes donc tout doucement, je lui donne, en fait, un petit peu des indices. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de lui dire, mais j'ai pas non plus envie de lui dire de but en blanc: «Bon, en fait, Raphaël, voilà, tu es autiste», hem, voilà, c'est juste, ça, je suis juste dans une interrogation par rapport à ce point-là, mais sinon, dans la globalité, voilà, je suis pas du tout gênée à dire aux gens que, j'ai un fils, autiste et cetera, donc moi, à ce niveau-là, en tout cas, j'ai aucun problème avec ça, hein. D'ailleurs, il y a pas lieu d'avoir un problème avec ça, de base, hein. Et Voilà. justement, comment, ben, tes proches ou les personnes à qui tu en parles, ont réagi par rapport, je parle de tes proches par rapport au diagnostic ou les personnes à qui tu en parles, comment elles réagissent, face à ça? Est-ce qu'elles sont interrogées? Est-ce qu'elles ont peur? Est-ce que voilà, comment elles réagissent? Alors dans mon entourage, dans la famille, que ce soit la mienne ou, celle de mon mari, ça a été très, très bien perçu. Il y a même pas eu de discussion en réalité. Il y a pas eu plus de questions que ça. C'était: «Ah OK, bon ben, OK, ça marche, on prend en note» en gros, et non, ça a été très, très bien perçu et puis quand, ils le voient au quotidien, hem il y a pas de regard, le regard n'a pas changé en fait, voilà, tout simplement le regard n'a pas changé. Mais par contre et même du coup pour la famille ça a été hyper important, c'est que maintenant ils savent, pourquoi il a tel ou tel comportement. Par exemple, je sais que, avant le diagnostic parce que du coup Raphaël il est très bruyant quand il joue, enfin il n'arrive pas à moduler, sa voix et du coup, mon père à chaque fois, il essayait de lui faire comprendre, «Raphaël fais moins de bruit», enfin il était toujours sur son dos pour, qu'il fasse moins de bruit et cetera et j'ai remarqué que depuis le diagnostic, il lui dit plus rien et voilà, juste, il subit en silence mon père le bruit, mais voilà, il lui dit plus rien parce qu'il sait que, bah, il fait pas exprès et puis qu'il arrive pas à moduler et puis bon, tant pis quoi et voilà, donc ils le prennent,
vraiment tout naturellement, donc c'est super. Après même, avec les amis, tout le monde a pris ça avec bienveillance. J'ai juste une amie qui, par exemple, m'a dit: «Ah non, 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 mais ton fils, il est pas autiste». Parce que du coup, bah, je pense qu'elle connaît pas. Après je dirais, ma famille non plus ne connaissait pas l'autisme avant ça, hein, et du coup je lui ai expliqué que, heu, je lui ai expliqué qu'est-ce qui faisait que, il l'était bien, en fait. Je lui ai expliqué toutes ses particularités et cetera. Bon, elle l'a pas du tout rejeté ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que cette personne-là avait une vision, bah, du coup erronée de l'autisme, hein, et ça reste son chouchou parce que Raphaël, c'est vraiment son chouchou, ça reste toujours son chouchou. Mais du coup, il y a eu cette réaction-là parce que, comme il a pas un autisme lourd et elle, je pense qu'elle avait cette vision-là et ben, du coup, elle avait du mal à comprendre en quoi il était autiste. Donc bon, je lui ai juste expliqué, puis bon, elle a compris. Mais bah, ça fait partie quand même des clichés justement de se dire, les autistes, c'est pas juste, les personnes qui ont un autisme lourd, en fait. Il y a voilà, il y a plein d'autres déclinaisons, mais globalement, je suis contente que ça ait été très, très, très bien perçu. Après, donc mon mari est d'origine malgache et quand on est parti à Madagascar, il voulait pas qu'on le dise parce que, bah, là-bas bon, autant ici, il y a du travail par rapport à la sensibilisation, mais autant là-bas, c'est encore plus compliqué et les, personnes autistes et avec handicap en général sont, complètement mises de côté, ostracisées et du coup, il avait peur de, parce que je pense que c'est le changement qui faisait que Raphaël, il était, il s'énervait tous les jours alors que d'habitude, c'est pas si souvent que ça. C'était difficile à gérer, mais je pense que vraiment, voilà, c'était le changement, même s'il appréciait ses vacances, mais voilà, on n'était pas chez nous et donc il y a quelqu'un de la famille qui m'a dit avec un petit sourire, «Ah, il est têtu quand même» ou quelque chose comme ça et moi j'avais envie d'expliquer et mon mari voulait pas parce qu'il avait peur que, du coup, tout de suite on le catalogue, en fait. Mais malgré tout, je voulais quand même le dire et pour que justement ils comprennent, bah, en fait, faire, ce travail de sensibilisation en réalité. Donc voilà, bon, bah, du coup, j'ai rien dit, mais je pense que ça aurait été bien quand même de de le dire, quoi. Mais sinon, en France, aucun souci. Ouais, je pense que c'est même, est-ce que tu dirais que c'est l'approche qu'on a aussi, quand on est, personnellement concerné? Comment on va l'expliquer et comment on va l'exposer? Est-ce que c'est la façon aussi dont on le dit? Est-ce que on se dit: «OK, ça va être difficile, mais voilà, ça change la vie et cetera, mais voilà, on peut le faire et cetera». Ou si on est vraiment peut-être, abattu et qu'on n'arrive pas finalement à donner une image qui est quand même un petit peu positive de ça, ça va peut-être aussi, avoir une incidence sur comment on l'expose et peut-être l'acceptation, des autres personnes aussi. Enfin, je c'est ce qui m'est venu en tout cas quand je t'ai écouté, et que tu disais comment tu avais exposé la chose à ta famille et à tes amis. Voilà, je me suis dit peut-être c'est la façon d'exposer aussi qui fait que c'est, plus ou moins bien accepté et que voilà, on se fait à l'idée que c'est comme ça et puis voilà. Ouais, c'est vrai, peut-être de l'exposer justement d'une façon, pas dramatique et je pense que tu as raison, ouais. Ça doit jouer de derrière sur la perception que les personnes vont avoir sur le handicap, ouais, je pense que tu as certainement raison et puis quoi qu'il arrive, moi, si je leur avais expliqué à Madagascar, ce qu'il en était, bah, déjà, je l'aurais fait avec bienveillance, je me serais pas braquée, ils savent pas, hein, on va leur expliquer puis c'est tout». Et en plus, eux-mêmes n'étaient pas, malveillants. Enfin, je voyais qu'il y avait pas un regard, l'air de dire: «Mais c'est quoi ce gosse?» Enfin, tu vois? Donc je suis sûre qu'ils auraient écouté, ils auraient entendu et donc oui, non, juste l'expliquer en toute simplicité et puis, sans vraiment dramatiser, la chose, et je pense que comme ça passe très bien, hein. Après, je pense que voilà, comme tu dis, il y a pas mal de choses maintenant qui sont, enfin, pas forcément mis en place, mais en tout cas, l'autisme est beaucoup plus connu en France et du coup,
il y a aussi peut-être, une facilité à se «projeter» entre guillemets et voilà de percevoir l'autisme, comme une différence et comme quelque chose avec beaucoup de personnes vivent finalement, parce qu'il y en a de plus en plus de personnes porteuses d'autisme et du Mmh. coup, voilà, se dire que c'est pas forcément, quelque chose qui va être, horrible à vivre et dont on ne va pas s'en sortir en fait. Et Ouais. justement par rapport, toi, à ton quotidien et celui de ton fils, comment ça se passe, par rapport à, ces différences et ces difficultés peut-être, au niveau de l'hypersensibilité et cetera? Quelles choses tu as pu mettre en place? Comment ça se passe pour l'école? Voilà, explique-nous peut-être un petit peu, au niveau de ton quotidien, comment ça se passe pour vous et pour lui? Alors globalement, je pense, j'espère, mais moi, selon moi, Raphaël, c'est quand même un enfant assez épanoui. J'espère que je me trompe pas. Je trouve qu'il est quand même assez épanoui, mais par contre, je vois qu'au niveau social, ça commence peut-être à le titiller. Donc là, il est en CE1, il avait refait sa grande section, donc il est en CE1 et jusque-là, il était toujours, dans sa bulle, dans la cour de récréation, il jouait, il était, tout seul dans sa bulle, à faire, du flapping, les yeux rivés sur le sol et puis il se préoccupait pas de ce qui se passait autour de lui. Et par contre, les maîtresses m'ont toujours dit qu'il n'était pas du tout rejeté du groupe, en tout cas en classe. Au contraire, au contraire, les enfants allaient même le chercher, en tout cas en classe, pas forcément à la cour de récréation. Mais je me dis que, dans la cour de récréation, sûrement que les enfants voyaient qu'il se suffisait à lui-même, donc ils se disaient: «Bon, on va le laisser tranquille», donc je pense que c'est surtout ça et pas forcément pas de la malveillance, mais pas forcément un rejet. Mais du coup, cette année, il commence, il m'a dit, parfois, enfin, il a formulé une certaine, tristesse parce que, il m'a dit: «Les enfants ne veulent pas lui donner la main» ou mais bon, il y en a toujours un qui reste, pour peu que la classe soit un nombre impair, il y en a toujours un qui reste tout seul, quoi. Il y a un jour où c'était lui, ça lui a fait de la peine, ou bien il m'avait dit un jour qu'il y avait, des copains qui voulaient pas qu'il joue avec, le groupe, ce genre de choses qu'il ne me disait pas avant. Donc je pense que ça commence un petit peu à le titiller tout doucement. C'est aussi ça qui fait que j'ai envie de lui expliquer, quand même sa particularité et cetera et donc voilà, donc j'essaye un petit peu de lui expliquer puis de le rassurer aussi à ce niveau-là et c'est vrai que j'ai aussi une maîtresse mais exceptionnelle. Donc il a eu la même en plus 2 années de suite quand il a fait sa CP, sa CE1 donc elle a voulu le garder pour, le CE1 et même au niveau social, il y a une fois où elle m'a demandé à ce qu'on fasse un point pour, savoir ce qu'on pouvait faire pour, l'aider, avec les copains, et cetera. Donc la maîtresse avait soumis l'idée de elle aller voir les enfants pour leur demander s'ils étaient d'accord de jouer avec Raphaël. Bon finalement Raphaël n'était pas d'accord pour qu'elle fasse la démarche que voilà. Je lui ai dit: «Est-ce que tu as envie?» Il m'a dit: «Non», c'était un non catégorique. Bon. Et puis sinon, c'est vrai qu'il a du mal à gérer sa frustration, quand il et ça depuis tout petit, quand il n'arrive pas à faire quelque chose ou quand il a raté quelque chose, quand il a fait que ça a pas donné ce qu'il attendait, ou bien même avec son frère quand, son frère fait quelque chose et que, bah, quand son frère est en réussite en fait, même pour quelque chose qui ne le concerne pas du tout et ben, ça va être, suivant les jours, ça va être un cataclysme, un truc tout bête, je faisais à manger avec son frère, je sais plus, je crois qu'il avait mis les spaghettis dans l'eau et je lui ai dit: «Bravo, tu as mis tout délicatement», donc je parle à son frère, hein, «Tu as fait ça tout délicatement et tout», bon bref, je le félicite et là, pour Raphaël, c'était, une catastrophe. Il m'a dit: «Moi, j'ai pas réussi». Je dis: «Oui, mais Raphaël, je suis pas en train de cuisiner avec toi, je suis en train de cuisiner avec Amaury», donc quelque chose qui n'avait rien à voir avec lui, mais voilà, c'était un cataclysme. Heureusement, ça dure pas trop, trop longtemps. Je dirais peut-être, maximum 15 minutes, le temps qu'il aille se calmer, donc il se fâche, il pleure. En général, quand il se fâche, il va se réfugier dans les toilettes, faut qu'on le laisse tranquille
et je lui demande s'il veut que j'aille le voir, il me dit: «Non». Et puis des fois, il pointe sa petite tête et puis il dit un truc méchant et puis il se renferme, dans les toilettes. Et après voilà, jusqu'à ce que ça passe tout seul et très, très, très souvent, il vient s'excuser derrière. Parce que je lui dis, «C'est pas parce que tu es en colère que tu as le droit d'être en colère, mais tu as pas le droit de mal parler aux gens ou de dire des choses méchantes aux gens». Et ça, c'est quelque chose que sa maîtresse lui a aussi expliqué parce qu'il fait la même chose à sa maîtresse, enfin à tout le monde. Et du coup derrière quand il le fait, derrière il va s'excuser par la suite quand il s'est calmé. Donc bon, c'est quand même bien. Et voilà, grosso modo, c'est ce qu'on va relever, le plus vraiment, au niveau social et au niveau, frustration, gestion de la frustration. Aussi les codes sociaux, c'est quelque chose. Il va, c'est aussi drôle que gênant. Il va parfois, donc ne pas avoir de filtre, avoir des actions, par exemple dans le bus avec toutes les places libres qu'il y a dans le bus, il va vouloir s'asseoir là où une dame est déjà assise et donc il va poser ses fesses et pousser, la dame avec ses fesses. Ou bien, on avait mangé chez, un vieil ami de mon beau-père, il a posé le repas sur la table et il a dit, «Pouah, ça pue, j'ai envie de vomir», enfin voilà. Donc on essaie de lui expliquer, hein, voilà, donc c'est pour ça qu'il fait les groupes d'habileté sociale, justement pour apprendre à se comporter, on va dire, en société. Ou bien quand il va croiser quelqu'un et ben, il va raconter toute sa vie à la personne, c'est-à-dire où est-ce qu'il habite, ses origines, il a un frère jumeau, enfin, il va tout déballer, en une phrase. Et je lui ai dit: «Est-ce que la personne t'a posé la question? Est-ce que tu penses que ça l'intéresse vraiment? Si tu vas acheter du pain, est-ce que ça intéresse la personne de savoir que, tu as un frère jumeau?» Enfin, voilà. Donc petit à petit, bon, il apprend et bah, c'est quand même rigolo. Oui, ça fait Donc on les petites anecdotes, c'est ça, exactement. Ah, il y en a beaucoup, hein. En tout cas, il faut pas être susceptible, hein, en côtoyant Raphaël, ça c'est clair, hein. ouais, ben peut-être que ça c'est ça aussi, ça apprend finalement à lâcher un peu prise sur certaines choses qui finalement sont pas dramatiques et ça apprend aussi, malgré tout, même si les personnes autistes n'ont pas forcément de second degré, ça apprend à avoir du second degré pour le coup et à voilà, à vraiment, Ouais, être, complètement. être cool sur certains trucs, quoi C'est et du ça. coup, C'est juste à l'âge adulte, là on rigole parce qu'il est enfant, mais à l'âge adulte, à voir ce que ça va donner. ouais, bon après, chaque petit pas sera important mais Oui. je pense que et du coup, pour l'école, tu dirais qu'il a une scolarité qui est, normale pour le coup? Comment ça se Ouais. passe? Donc il est en école ordinaire, hein, et donc comme j'avais dit tout à l'heure, il a refait sa grande section parce que, bah, je pense que c'est vraiment à cause de ses problèmes de concentration. Du coup, il avait du retard par rapport aux autres enfants. Et c'est vrai que moi, j'avais complètement oublié l'option du redoublement. J'avais complètement oublié que ça existait et c'est vrai que j'étais vraiment stressée à l'idée qu'il passe en CP parce que je me suis dit: «Il va forcément être en échec, il va pas être épanoui» parce que quand on n'y arrive pas, enfin, c'était pas de son niveau donc jusqu'au jour où la maîtresse m'a dit, ben, comme quoi, ils envisageaient donc elle m'a dit ça avec une petite voix parce qu'elle savait pas comment j'allais percevoir la chose, parce qu'il y a d'autres parents qui pourraient refuser, voilà. Et elle m'a proposé un maintien en grande section et j'étais, tellement soulagée parce que c'est clairement ce dont il avait besoin. Et à ce moment-là, il avait une AESH. Enfin, non, en fait, oui, il avait droit à une AESH, mais en réalité, il y avait un fort taux d'absentéisme, donc il a pas eu beaucoup, beaucoup d'aide à ce niveau-là. Mais c'est à partir du CP, du coup, que, il a eu, il a pu profiter de l'AESH. Hem Et globalement, ça se passe bien, mais ça se passe bien aussi parce qu'il a une maîtresse exceptionnelle et ça, c'est ma petite angoisse de savoir sur qui il tombera dans les années à venir. Donc elle fait tout pour que ça aille bien pour lui,
Dès qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, elle demande à ce qu'on se rencontre. On en a pour 1 heure de discussion à chaque fois, elle prend sur son temps, bon voilà. Avec le ESH, ça se passe très bien. Après, c'est vrai qu'il va avoir des difficultés, il va être fatigable déjà, parce que maintenir sa concentration toute la journée, ça va être compliqué et le truc, c'est qu'au CP, il a eu l'AESH, c'était que le matin. Du coup, l'après-midi, il était un petit peu, en roue libre parce que la maîtresse ne pouvait pas rester avec lui toute, l'après-midi, c'était pas possible. Donc elle venait le voir de temps en temps et cetera, mais il était assez tranquille du coup l'après-midi et là en CE1, il a la chance, d'avoir l'AESH toute la journée parce qu'il a 12 heures. Il y a un autre enfant qui a 12 heures, du coup ça lui fait des journées complètes au final, avec une AESH dans la classe et ce qui fait que l'AESH va le solliciter, donc le matin et l'après-midi et la maîtresse me disait à la rentrée: «Je comprends pas, Raphaël, par rapport à l'année dernière, voilà, il se fatigue vraiment beaucoup plus, il est beaucoup plus frustré» et cetera. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'en réalité, comme l'AESH était là toute la journée et comme il était sollicité toute la journée alors que l'année dernière, c'était vraiment que le matin qu'il était beaucoup sollicité, bah, forcément, il était plus fatigué. Donc on a compris et c'est vrai qu'il se plaint beaucoup plus cette année, mais voilà, il arrive quand même à tenir, je pensais que faire les devoirs à la maison, ça allait être compliqué, mais ça va, il arrive à jouer le jeu. Des fois, il dit non, il veut pas, donc j'essaie de le pousser un petit peu. Enfin voilà, j'essaie de voir suivant la maîtresse d'ailleurs fait pareil de son côté. Elle essaie de le pousser, même quand il dit non, parce que bon, des fois il dit non, il commence l'école à 8h20, à 8h30, il dit qu'il est fatigué. Donc là, elle sait qu'il exagère quand même un petit peu, donc elle le pousse un petit peu et le plus difficile, ça va être de jauger jusqu'à où elle peut le pousser. Parce qu'il y a des fois où, ça y est, et ben, elle l'a trop poussé et là, il craque et puis il dit qu'il est fatigué et tout, donc c'est un peu dur de trouver le juste milieu. Mais bon, voilà, on fait comme on peut, hein, de toute manière, on est toutes les 2 à son écoute, et on peut pas le laisser non plus se reposer, complètement sur ses lauriers, hein, faut voilà. Mais voilà, on essaie d'un maximum de pas trop le pousser, mais le faire travailler quand même, quoi. Mais sinon globalement ça se passe quand même assez bien. D'accord et par rapport du coup à ces autres prises en charge qu'il peut avoir, comment ça se passe pour toi, pour ton mari, au quotidien? Est-ce que, tu as dû aménager ton travail? Est-ce qu'il y a une fréquence régulière de rendez-vous? Voilà, des choses, pour son bien-être bien sûr, qui sont mis en place au quotidien et qui sont vraiment nécessaires et sur lesquelles on ne peut pas passer en fait. Comment tu gères ça avec ton mari? Comment vous avez mis en place, vous aussi des choses de votre côté pour pouvoir l'aider au mieux? Alors cette année, c'est vraiment, c'est bien parce qu'il a pas trop de prise en charge. Les années d'avant, c'était plus lourd, il avait la psychomote, l'orthophoniste. On avait commencé aussi l'ergo, sans parler des activités extrascolaires. Il faisait, à l'époque, il faisait du tennis le mercredi. Donc du coup, moi, je travaillais plus les vendredis après-midi pour pouvoir faire les rendez-vous. Je faisais mes heures de travail, mais du coup, je travaillais plus la semaine. Les heures du vendredi après-midi, je les avais répercutées tout au long de la semaine pour pouvoir me libérer et pour ne pas avoir une baisse de salaire aussi. Et cette année, par contre, c'est top parce que du coup, il a plus la psychomote. Les groupes d'habileté sociale, c'est le soir, en semaine. Il a son théâtre le soir aussi, en semaine et oui, au niveau du coup, ça impacte pas en fait le travail donc c'est super. Donc il a plus que l'orthophoniste et les groupes d'habileté sociale et c'est tout. Il y a l'ergo qu'on a laissé en suspens parce que c'est moi qui ai décidé de j'avais pas envie de le surcharger en fait de suivi en suivi et donc on s'est dit que quand il aura terminé l'orthophoniste et ben, on reprendra l'ergo et donc je pense que ça aussi c'est important, pour les parents que,
parce que c'est souvent que j'entends les professionnels dire que ce sont les parents qui connaissent leurs enfants mieux que quiconque et que les spécialistes ont beau être spécialistes, mais je pense que si on estime que ça peut faire trop, et ben, autant aller au rythme de l'enfant, puis aussi au rythme des parents aussi, je pense que c'est important, parce que se surcharger de rendez-vous avec le travail et cetera, ça peut être hyper compliqué, anxiogène, puis ça peut avoir des répercussions sur le quotidien à cause du stress et cetera avec l'enfant, enfin, c'est vraiment un tout. Donc si on n'a pas envie de se surcharger, on le fait pas et puis on fait les choses petit à petit. Après ça, c'est mon point de vue personnel, hein. Mais voilà, c'est chacun voit midi à sa porte, chacun doit faire ce qui lui semble être le mieux pour lui et pour l'enfant. Moi, je pense qu'au niveau de l'ergo, là, ça va, il y a pas d'urgence. Donc quand il aura fini l'orthophoniste, on fera l'ergo et puis ça ira très bien. Oui, donc finalement, toi, tu arrives à jauger, par rapport à son bien-être à lui, mais aussi par rapport à ton bien-être à toi aussi, enfin, à votre bien-être à tous, de pouvoir, prioriser ce qui est finalement important sur l'instant, ou pas. Et du coup, Mmh. est-ce que tu dirais que, ce que tu fais aujourd'hui au quotidien, ça t'impacte beaucoup par rapport à, ton autre fils qui n'est pas atteint d'autisme? Est-ce que tu arrives à avoir, du temps pour toi? Voilà, après je pense que c'est une question qui peut être, posée à n'importe quel parent en fait, mais, Mmh. peut-être encore plus avec un enfant qui a une particularité et qui est différent. Comment, comment est-ce que toi tu te sens? En tout cas, est-ce que tu sens que tu arrives à, t'accorder du temps et pour ta santé et pour ton bien-être? Ben, je pense que ça doit faire, 1 ou 2 ans je pense depuis l'année dernière qu'avec mon mari, on a bah, sans vraiment en discuter en réalité, mais on a commencé à, déjà on a toujours été vigilants par rapport à son frère, heu, parce que surtout quand Raphaël avait beaucoup de suivi, ben, être vigilant à ne pas, trop oublier son frère, à continuer à lui donner de l'attention, tout ça. Ça c'est hyper important quand même et je crois que c'est depuis l'année dernière qu'on commence vraiment à prendre du temps, nous 2 ensemble, et donc on fait garder les enfants, par, la famille, par l'entourage. Prendre du temps aussi nous seuls, en tant que que femme et qu'homme et pas que maman ou que, épouse ou quoi. Ça, c'est aussi hyper important. Donc soit tout seul, soit avec des amis, bon voilà. Et aussi on commence, à prendre les garçons chacun de leur côté, de les séparer et que l'un passe du temps avec papa, l'autre maman, ça on commence aussi à le faire un petit peu et hem et c'est vrai que je sens, un bon apaisement depuis, je crois depuis l'année dernière où, je pense que tout le monde maintenant a sa place en tant que, bah, Maury en tant que frère, moi en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que femme à part entière, puis mon mari pareil. Donc on a réussi à trouver, la balance entre tout ça et hem et ça, c'est quelque chose de tellement important parce que si on s'oublie, que ce soit en tant que couple ou en tant que, personne, individuellement et ben, en réalité, la balance, elle est essentielle parce qu'il y a forcément un truc qui va se casser la figure à un moment donné. Il y a forcément un des éléments qui va se casser la figure à un moment donné. Donc c'est bien de se jeter, corps et âme, heu, à son enfant, au suivi et cetera. On est des parents, on a choisi d'avoir un enfant, il faut l'assumer, il faut l'accompagner, voilà. Mais si derrière on prend pas soin de soi et qu'on s'oublie complètement, et ben, en fait, il y a un moment donné où on sera plus présent pour cet enfant-là, en fait. Parce qu'on sera plus capable. Parce qu'on n'est pas des robots, on est juste des êtres humains, avec nos fragilités, et on a vite fait de s'écrouler et le souci, c'est qu'on voit pas le truc arriver quand ça nous arrive. Moi, j'ai fait un burn-out avec dépression, alors qui s'est déclenché, en fait, pendant le confinement parce que je travaillais pendant le confinement
et j'avais les enfants à la maison en même temps. Donc à ce moment-là, ils avaient 4 ans et hem et en fait, comme j'étais, systématiquement, coupée par les enfants parce qu'il fallait leur donner de l'attention et cetera et ben, le temps que je passais pas à travailler, bah, je le récupérais le soir, quand ils étaient au lit. Ça veut dire que j'ai retrouvé des mails, que j'envoyais à 00:00, 01:00, voilà et c'était ça, donc tous les jours, tous les jours, tous les jours et voilà le problème à vouloir être partout. Voilà, à vouloir être, la maman, la bonne maman qui donne de l'attention et puis la bonne employée aussi qui fait quand même son travail et puis, sachant que c'est pas l'entreprise qui m'avait demandé de enfin, on m'a rien demandé, on m'a pas mis de pression pour par rapport au travail, c'est moi-même qui me mettais cette pression-là et donc ça a duré pendant tout le temps du confinement et j'ai fini par, après ça, il y avait eu les vacances d'été, donc ça allait, j'avais rien senti et c'est, à la rentrée que, j'ai commencé à sentir qu'en fait ça n'allait pas du tout. C'est vraiment comme si mon cerveau était court-circuité. J'avais l'impression physique que mon cerveau était complètement court-circuité, et j'arrivais plus à me concentrer, je faisais énormément d'erreurs au travail. Quand on me donnait des consignes, ben, j'oubliais et puis, il fallait qu'on me les répète. Enfin voilà, heu, j'ai complètement sombré à ce moment-là. Je me suis pas faite prendre en charge à ce moment-là non plus, j'ai laissé traîner. Donc voilà, toujours là, ne pas vouloir s'écouter et à vouloir se focaliser sur les autres, le travail, les enfants et cetera. Donc ça, c'était 2020-2021, j'ai gentiment laissé traîner et c'est en 2022, donc juin 2022, 2 ans plus tard que, ma collègue au travail m'a gentiment sommée de voir une psy parce que ça n'allait pas du tout. Je pleurais au travail, enfin voilà et après il y avait aussi le contexte au travail qui était, chaotique donc c'était un mélange des 2 au final et donc j'ai vu une psy, qui m'a, obligée de m'arrêter parce que sinon, voilà, j'allais me mettre en danger. J'oubliais les enfants, je les déposais, je devais les récupérer à la garderie, enfin une association, près de l'école. Moi, je pensais qu'il était à la garderie de l'école. J'y vais, on me dit: «Il est pas là», grosse panique. «OK, mon enfant, il est où?» Je pensais qu'il avait disparu, jusqu'à ce que je me rappelle qu'en fait il était, non enfin voilà, le cerveau complètement déconnecté. J'ai vu la psy, je me suis arrêtée tout de suite et en fait ça a été salvateur, j'allais dire heureusement que j'ai pas attendu plus longtemps que ça. J'ai quand même attendu 2 ans avant de me prendre en charge, mais c'est pour ça que c'est essentiel de s'écouter. Le corps en plus envoie des signaux. Moi mon dos il se bloquait, comme ça pour rien, voilà, perte de mémoire, perte d'attention et cetera. Donc faut pas attendre ça pour s'écouter. Hem Et je donne souvent l'image de l'avion, on nous dit que l'adulte doit porter le masque avant de le mettre à l'enfant, parce que si on le met à l'enfant et que derrière l'adulte, succombe, bon ben, voilà, on aura sauvé, personne parce que bon donc ça c'est vraiment je mets un point d'honneur, à ça, c'est extrêmement important que qu'on soit conscient de qu'on n'est pas juste des parents, en fait. En tout cas, pour le bien-être de l'enfant, il faut vraiment être conscient qu'on n'est pas juste des parents et prendre soin de sa santé, au maximum et prendre, du temps pour soi au maximum aussi dans la mesure du possible. Et justement, quels conseils tu pourrais donner, heu, aux parents? Alors tu disais qu'il faut s'écouter, être attentif, aux signaux qu'il y a dans le corps, mais voilà, des parents de manière générale aussi, sont beaucoup à culpabiliser de laisser leur enfant et de prendre du temps pour eux et cetera. Quels conseils tu pourrais leur donner pour, qu'ils arrêtent alors je sais que la prise de conscience, elle ne peut venir que de soi, mais quelles choses, les personnes pourraient, en tout cas essayer pour, comprendre que c'est important de prendre du temps pour soi et qu'on n'a pas à culpabiliser parce que, comme tu dis si bien, il faut tout d'abord s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres. Qu'est-ce que tu pourrais, leur donner comme conseil ou comme recommandation ou autre chose? Bah, déjà, bah, comme tu le dis, il faut pas culpabiliser, mais alors vraiment pas, parce que quand on prend du temps pour soi, c'est pas, il faut pas voir ça comme si on abandonnait notre enfant. Hem
Au contraire, je pense qu'on fait un cadeau justement à notre enfant parce que quand on prend du temps pour soi, on revient en forme, on revient, voilà, apaisé et cetera et je pense que l'enfant, il est bien content d'avoir un papa et maman, heureux et apaisés et sereins et à la maison, ben, du coup, ça se passe, que mieux et que bien et prendre du temps pour soi, c'est juste, avoir une petite soupape pour souffler. Je pense surtout aux parents qui ont des enfants avec, des handicaps lourds parce que moi encore avec Raphaël, ça va, c'est gérable et puis surtout je peux le faire garder, bon voilà. Alors il faut que j'anticipe longtemps pour le préparer au fait que maman va sortir. Mais sinon à part ça, voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir le faire assez facilement. Hem, mais voilà, cette culpabilité, elle doit complètement, disparaître parce que si on le fait, c'est pour nous et pour eux. Il faut pas penser qu'on le fait de façon égoïste, en fait et hem et prendre du temps pour soi, ça veut pas dire, prendre du temps toutes les semaines ou voilà, il y a pas forcément de règles, mais même une fois par mois, c'est déjà énorme, en fait, et puis c'est pas non plus, s'absenter, toute la journée ou non, c'est juste quelques heures par-ci par-là qui peuvent faire du bien et qui peuvent, avoir son petit effet. C'est même pas forcément sortir, c'est aussi, prendre du temps, je sais pas, seul à la maison à lire un livre, à regarder des séries, j'en sais rien. En tout cas, à faire autre chose que l'enfant et les corvées de la maison. Juste décrocher de tout ça, lâcher prise, voilà, juste lâcher prise et faire quelque chose qui nous fait du bien, quoi que ce soit. Il n'y a pas d'exigence de temps ou en fait, je pense qu'il faut juste s'écouter et parfois, comme ça, spontanément, on va se dire: «Punaise, j'en peux plus, j'aimerais tellement, voilà, faire, telle ou telle chose». Et c'est en fait, si on y pense, c'est qu'on en a juste besoin et juste s'écouter, hem et essayer, bah, dans la mesure du possible, hein, avec, selon l'enfant qu'on a, voilà et selon nos capacités, enfin nos possibilités qu'on a par rapport au garde et cetera. Mais juste s'écouter, en fait et essayer de mettre en place, ce qu'il faut pour pouvoir faire ce dont on a envie de faire. C'est vraiment essentiel parce que sinon je pense qu'on tient pas et c'est malheureux, mais il faut vraiment garder à l'esprit que, je pense souvent, par exemple, à des mamans solo, voilà, ce genre de choses que, si demain ces parents-là, craquent, bah, qui sera là pour l'enfant, en fait? Il y aura personne pour l'enfant donc faut pas oublier ça. Donc c'est pas juste pour soi, c'est aussi pour l'enfant. Ouais, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ton message, on en revient toujours au même, c'est de s'écouter. Alors après, même on peut être parent ou pas finalement, en fait, ça c'est un message qui est global, c'est de s'écouter, quelle que soit la situation qu'on vit finalement et de pouvoir, toujours, bien être dans son corps et voilà, savoir ce qui se passe et pouvoir, Mmh. dire stop quand c'est nécessaire et dans la mesure du possible, bien sûr. Donc Mmh. pour revenir, Complètement. à l'autisme, est-ce que tu aurais des ressources, à nous partager? Je les noterai aussi dans la description de l'épisode, mais peut-être des choses qui t'ont aidé, toi, au moment, du diagnostic, et même pour après, pour, toujours avoir ces fameuses clés de compréhension dont on parlait au début de l'épisode. Alors moi, bah, étonnamment quand, j'ai eu le diagnostic, en tout cas je me rappelle pas avoir, cherché, enfin cherché à comprendre davantage l'autisme. Je m'étais surtout focalisée sur nous et j'avais demandé à la psychologue, qui avait fait le diagnostic, qu'est-ce qu'elle avait pour, je sais pas, pour expliquer, l'autisme à l'enfant, pour bon, au final, je lui ai jamais rien enfin, en tout cas, par rapport à lui-même, je lui ai jamais dit, mais pour expliquer l'autisme à l'enfant, aux frères et cetera et bon, elle m'avait parlé de certains livres, mais que j'ai plus en tête. Mais voilà, je m'étais arrêtée là et c'est surtout quand, j'ai intégré l'association ATFAL, du coup, dans laquelle je suis, du coup, qui vise à sensibiliser les enfants à travers le jeu, à travers un jeu pédagogique qui s'appelle, Catypique. Hem,
C'est surtout quand j'ai intégré cette association que j'ai vu en fait tout ce qui était à dispo. Alors surtout sur Instagram. Sur Instagram, il y a énormément de choses et c'est bien parce que c'est assez court, ce sont des posts assez courts. Hem et vraiment, il y a de tout et tout le monde peut je pense que tout le monde peut se reconnaître, suivant les comptes qu'on peut suivre. Tout le monde peut trouver, chaussure à son pied. Par exemple, moi, on trouve souvent des choses par rapport aux autismes lourds. Moi, je ne suis pas concernée, mais j'arrive quand même à trouver des comptes, du coup, qui ressemblent plus enfin, sur lesquels je peux, davantage m'appuyer par rapport à ce que moi je vis au quotidien et du coup, en regardant certains comptes, j'ai eu, des réponses à certains questionnements. Donc je pense que déjà Instagram, c'est une mine d'informations et souvent en plus, les comptes sont tenus par des parents donc ils arrivent à communiquer, de façon assez simple et puis pas scientifique ou médicale et cetera donc c'est facilement accessible. Et puis il y a aussi les CRA, régionaux. Donc j'y suis allée pareil dans le cadre de l'association, et ils ont des alors je sais pas si c'est tous, je pense que oui, mais ils ont des genres de bibliothèques, on va dire, où il y a énormément de choses. Alors nous, c'est classifié suivant ce qu'on cherche, hypersensibilité, c'est de ce côté, enfin bon voilà, c'est assez bien organisé. Et du coup, c'est une mine d'informations, en fait, les CRA. Je connaissais pas avant l'association, mais du coup, c'est vraiment une mine d'informations et puis il y a les professionnels sur place aussi qui peuvent, nous diriger, nous informer, et cetera. Donc ça peut être pas mal pour des parents, qui sont soit en tout début de diagnostic, soit qui ont des doutes, je pense que ça peut être pas mal déjà de se diriger vers ce genre de choses et aussi ne pas oublier les groupes, de parents sur Facebook surtout, qui vont parler de leurs expériences, sur lesquelles aussi on peut poster, nos difficultés. Voilà, j'ai du mal avec mon enfant, je sais pas, qui a des troubles de l'oralité ou voilà, comment vous faites? Ça aussi, ça peut être très, très bien parce que j'ai beaucoup de parents qui m'ont dit que, ils se sentaient seuls, ils se sentaient démunis, ils savaient pas quoi faire, et forcément de parler à des parents qui traversent la même chose, ça peut être que bénéfique. Donc faut vraiment pas hésiter. Merci Elodie pour tous ces partages. On recensera ensemble les ressources que tu as évoquées et je les renoterai comme ça reste à dispo facilement. Est-ce que tu souhaiterais ajouter une dernière chose pour compléter et finaliser cet épisode? Rien de plus que ce qui a déjà été dit, mais je pense que la chose la plus importante à retenir, c'est vraiment de se focaliser sur soi. Ce qu'on a déjà dit, hein, tout à l'heure, de s'écouter. Faut vraiment mettre un point d'honneur là-dessus et voilà et ne pas oublier qu'on le fait aussi pour notre enfant, que c'est un cadeau qu'on fait, pour notre enfant. Donc j'ai vraiment envie d'appuyer particulièrement sur ce point-là. Merci beaucoup Elodie pour ton partage et ton témoignage. Cet Bah, épisode avec plaisir. Cet épisode est maintenant terminé. Voilà, j'espère qu'il vous aura, apporté, des clés de compréhension sur, la différence et ici plus particulièrement, l'autisme. Voilà, n'hésitez pas à échanger, sur ce sujet-là avec des personnes qui pourront, vous éclairer aussi et je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.